petite remarque par rapport à la question de l'extase, par rapport à Carlo, c'est que l'extase mystique, pas l'extase donc sous substance, hein, donc l'extase mystique, comme tu sais, Lacan a beaucoup exploité dans le séminaire 20 encore, et il l'attache à la position féminine, pas aux femmes, mais à la position féminine. Et Silvia Lippi, qui est une italienne que je ne sais pas si tu connais, une psychanalyste italienne, Silvia Lippi, Okay. elle a écrit un livre qui s'appelle Sœurs, au pluriel, et elle exploite justement cette notion d'extase comme une position féminine, mais comme une sortie de toute référence phallique. C'est-à-dire, c'est un renoncement à toutes les valeurs phalliques. Donc, toutes ces questions de l'idéal. Hein. L'idéal est lié à la mélancolie. Donc, c'est la chute des idéaux, généralement, qu'on entre dans l'état mélancolique. Et voilà, l'extase, ça serait une sortie. Donc, le monde phallique, tout ce qui est phallique, ne l'intéresse pas. Et il y a cette situation d'extase mystique. Voilà. Donc on étudie les sorties, hein, différents types de sorties. J'aimerais revenir sur ce « je n'y crois pas ». Vous pouvez peut-être préciser, parce que c'est important, le dernier, au fond, les différents, la dénégation, le déni, Verneinung, Verleugnung, et puis Verwerfung, la forclusion ou le rejet. La dernière fois, on a eu ici, dans l'ACRO, un séminaire sur la question du colonialisme et le post-colonialisme et le démenti post-colonial. On a vu le terme démenti aussi. Au fond, autour de Octave Manoni et son fameux texte « Je sais bien, mais quand même », qui est très présent partout, par rapport au climat aussi. Je sais bien, mais quand même, dans la politique, je sais bien, mais quand même, mais là, vraiment, il pleut trop, il faut prendre l'avion pour les vacances d'octobre, pour aller je ne sais pas où, etc. Donc, mais là, vous avez dit quelque chose de différent, et puis après, vous avez dit, c'est comme une combinaison de négation. J'aimerais bien que vous développiez un peu, parce que ça me paraît intéressant. C'est-à-dire, on est à l'époque du MeToo, on est à l'époque du consentement, etc. C'est vrai que la place du « je n'y crois pas », qui était prépondérante avant, hein, les prêtres abusaient, et puis les gens disaient « je n'y crois pas ». Pas possible, c'est un cardinal, voilà. Un abbé. Un abbé, etc. Je n'y crois pas. L'impossibilité, enfin, c'est autre chose que le jeu de négation. Je voulais savoir comment vous en disiez un peu plus. Bon, le jeu de négation, je l'ai entendu forcément dans ce que j'ai construit autour de la position mélancolique. Donc on n'échappe pas à la négation quand on parle de mélancolie. Et après, on leur donne, suivant les différentes structures, du côté de la dénégation, de la forclusion ou du déni. Dans ce « je n'y crois pas », je pense que c'est éthique de pouvoir ne pas y croire. Vraiment, c'est cette position qu'on se doit d'avoir, il me semble, à l'écoute des personnes qui nous font la confiance ou l'honneur de venir nous parler, quoi. Mais en même temps, il faut les croire de toutes nos forces. C'est-à-dire, en fait, je pensais à Anne Sinclair, qui, au moment où Dominique Strauss-Kahn est accusé, dit « je ne peux pas y croire ». Elle a aussi cette formule. Et peut-être qu'il faudrait qu'on soit plus attentif quand on entend ces formules, de se dire il y a quelque chose comme ça, de monstrueux qui est en train de se montrer, mais qui n'est pas inhumain. Oui, donc c'est-à-dire, j'y crois pas. Après, j'y crois. C'est-à-dire, je sais bien, mais quand même. Je sais bien, mais quand même. Versus. C'est un bon mari. J'y crois, mais quand même.
versus j'y crois pas, mais quand même. Oui. Versus fake news. Moi, je pense que la question n'est pas... La question dont tu parles, c'est l'éthique de la psychanalyse. Il faut j'y crois pas tellement pour ouvrir un peu, pour ouvrir quelque chose de cette certitude que quand même, elle met en question. Alors, j'y crois pas, c'est pas que tu l'adresses de cette manière-là, mais pas croire complètement, parce que maintenant, tout est collé au discours de l'autre. C'est ça, je pense que c'est la position analytique que tu signales. Pas croire complètement, parce que peut-être donner l'opportunité de dire une vérité autre et de déployer la parole. C'est ça, il me semble, c'est ton... Bon, je me suis trompée par rapport au déni. Les dénis, c'est vrai, c'est par rapport à la perversion, c'est plutôt la forclusion. Mais il faudrait, moi je pense, il faudrait les lier avec la passion de l'ignorance de cette époque. Alors, c'est aussi une forme de dénégation. Bon, c'est une position, c'est une passion de l'être, disait Lacan, avec l'amour et la haine. Mais on vit à cette époque de la passion de l'ignorance, parce que coller à ce que l'autre dit, c'est ne rien vouloir savoir. Et là, tu ouvres une possibilité, tu n'ouvres pas. Mais quand tu dis « j'y crois pas complètement », peut-être tu ouvres une possibilité de déployer une vérité autre du sujet. Oui. Que cette... Mais ce à quoi on ne veut pas croire, c'est quand même la crasse. Enfin, c'est du côté de la pulsion de mort, c'est-à-dire c'est cette mythologie des instincts qui serait quand même intéressante à rappeler et qui est flagrante, je trouve, dans les échanges qu'on peut avoir dans les hôpitaux. C'est-à-dire, enfin, moi, je n'ai pas non plus envie de mettre que du côté de la psychanalyse la capacité de ne pas croire au monstre intérieur, quoi. Pour le dire justement pas en termes psychanalytiques, mais à la part obscure, enfin je ne sais pas comment la nommer. On est en présence d'un dramaturge et d'un écrivain. Voilà, j'ai beaucoup d'estime pour les artistes, pour penser aussi que peuvent ne pas y croire ou savoir de quoi il en retourne de l'âme humaine et des motivations, voilà. Alors oui. Une question à vous précisément. Est-ce qu'on n'aurait pas pu intituler la séance d'aujourd'hui plutôt mélancolie et ruine plutôt qu'hypocondrie et ruine? Parce que j'ai senti que la mélancolie était beaucoup plus présente dans les propos. Mais on aurait pu aussi intituler hypocondrie, mélancolie, angoisse et ruine, puisque l'angoisse aussi, elle est très importante. C'est vrai que la mélancolie, elle semble être à la base un peu de ces deux idées, ces deux fantasmes, si on peut dire comme ça, de ruine et de maladie. Mais l'angoisse, elle a à tel point que justement, d'ailleurs, cette question de l'éco-anxiété que vous souhaitez écrire sur ça, n'est-ce pas? Moi, je me demandais, parce que l'éco-anxiété, c'est une chose qu'on voit chaque fois plus dans la clinique, parfois même liée à l'éco-dénatalité. Ma question, c'était comment vous pensez à travailler l'éco-anxiété dans la mesure où vous avez parlé d'hypocondrie sociale, maintenant c'est devenu un concept, n'est-ce pas? Quel est le rapport entre l'hypocondrie sociale dans l'éco-anxiété, sans justement, comme vous avez dit aussi, sans tomber dans le climato-scepticisme, ça veut dire en gardant certains réalismes? Non, d'abord, de manière plus générale, moi, ça m'intéresse toujours de voir ce qui nous distingue des animaux. En fait, moi, j'aime bien cet angle. Et puis, je trouve, outre l'ambivalence, qui, à mon avis, nous distingue des animaux, c'est un peu nous sommes malades du temps. Enfin, le passé nous abîme, nous ruine. Le passé est une pensée politique terrible, parfois, quand l'excès de futur nous ruine également, le plus. Et puis le présent, ça peut être la répétition du même, ce que j'ai parlé le décollage, et ça a glissé avec le décollement. C'est pas la même chose, le décollement et le décollage. De quoi faut-il décoller déjà? Se décoller pour décoller. Oui, ça aussi, le présent peut être glu,
Ou alors la méditation, par exemple, propose se suspendre, enfin de se suspendre au moins du flux de la pensée. Et donc je trouve que la question du temps, c'est vraiment une question, c'est un bel angle, en tout cas pour parler de beaucoup de choses. Après l'éco-anxiété, bon, très précisément, je travaille sur un film dont le titre de travail est « Qu'est-ce qu'on dit aux enfants ?» où au fond la problématique c'est comment être parent, c'est-à-dire en gros pourvoyeur et pourvoyeuse d'abri et de sécurité dans un monde qui annonce disons un effondrement ou une extinction en tout cas de l'espèce humaine auquel, enfin, avec une grosse perméabilité aujourd'hui des enfants. Enfin, c'est même l'école qui leur dit ces choses-là. Donc, je suis très, très centré là-dessus. Et quand j'avais lu que certains thérapeutes disaient on est obligé de leur donner raison dans un premier temps, c'est-à-dire de les croire, voilà, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a cru des enfants de 11 ans, de 12 ans, de 14 ans, de 16 ans, qui se posent avec anxiété la question du futur, et puis quels parents être dans ce contexte-là. Voilà, avec une camarade, on est en développement sur ce sujet-là. Voilà. Moi, j'ai un fils qui a milité avec Extinction Rébellion et qui ne croit plus à Extinction Rébellion. Donc, puis elle a des enfants plus jeunes et plus petits et moins, peut-être plus perméables aussi à tout ça maintenant. Voilà. Mais oui, enfin, on retrouve la question du temps, on retrouve la question de l'anxiété. Sur l'hypocondrie, il me semble que le souci du corps, il me semble que le souci du corps tend à augmenter, donc évidemment que l'hypocondrie peut l'accompagner. Quand on entend la pauvreté des débats sur la santé, quand on est abreuvé de débats sur la santé à la radio, à la télévision, que c'est d'une pauvreté extraordinaire, mais je pense que ça ne fait qu'augmenter plus il y a le souci du corps, plus j'imagine que l'hypocondrie se développe aussi sur un souci du corps constant. Ce qui nous distingue là des animaux, encore une fois, le souci du corps. Enfin, un chien traîne la patte, il ne se fait pas de souci. Mais, enfin, ou s'il voit apparaître une tache étrange sur le coin de son museau, il ne va pas craindre que c'est l'herpès qui refait son apparition. En tout cas, on y pense. La différence, c'est que les dindes n'ont pas de calendrier. Les dindes. Ah, les dindes. Non, ouais, les dindes. Oui, c'est ça. Oui, en effet. Mais comment s'affranchir du temps? Comment vivre avec le temps? Au fond, il y a sortir du temps. Comment sortir du temps? Sortir du temps, et puis cette extase, c'est une façon aussi de sortir du lieu. Enfin, c'est des perspectives adimensionnelles, enfin voilà, qui seraient un peu en rupture, en décalage. Mais j'aimerais vous demander, dans la même continuité que Renato, parce qu'en vous entendant et dans d'autres circonstances, la question de l'humour est très importante. Et on peut pas, ce serait un autre axe. Moi, j'ai mis sur le temps, mais l'humour est central. Enfin, on peut, voilà, de dire, je vous l'avais bien dit, les pierres tombales, on peut faire l'inventaire des pierres tombales dans toutes sortes de choses qui pourraient être un lieu de l'humour. Je ne sais pas si quand on visite les cimetières, on éclate de rire à chaque tombe, mais il y a cette dimension. Enfin, Freud, c'est le texte sur la mélancolie, enfin, c'est deuil et mélancolie, c'est le condamné à mort qu'on vient chercher le lundi matin à 4 heures, et puis qui dit la semaine commence bien, quand il le conduit à l'échafaud. Donc en fait, vous allez faire quelque chose avec ça dans ce film, mais on ne peut pas le provoquer, l'humour, enfin, des enfants. Enfin,
question. Bon, à titre personnel, par rapport à l'hypocondrie, une hypocondrie modérée trouve de vrais antidotes dans la moquerie du conjoint, des amis, de l'environnement. Ah oui. Oui, parce qu'elle met en face des constructions quand même acrobatiques que l'hypocondriaque peut faire. Ensuite, il y a peut-être un état quand même plus grave où là, la moquerie n'est plus opérante. Et donc, la vie avec les autres peut être éventuellement plus difficile. Mais moi, je suis un grand lecteur de Thomas Bernhardt et il y a tant de mélancolie dans son univers que si on le lit beaucoup, on l'entend rire derrière, dans son outrance. Oui, et les titres de ses ouvrages, c'est oui, Extinction, par exemple, et il y a une telle noirceur, une telle désespérance qu'on finit par l'entendre rigoler derrière si on tend l'oreille. Enfin, je trouve, oui. Ou dans Si j'ai la mer, Cynthia Fleury aussi parle de la vis comica. Après, le fait que l'humour devienne un énorme business aujourd'hui ne me rassure pas. Mais voilà, parlons simplement de la vis comica, un mot savant pour dire essayons de nous moquer un peu, a probablement des vertus salutaires. Mais peut-être aussi les enfants vous apporteront aussi des réponses inédites et puis des théories intéressantes. Oui. On est sensible aux théories infantiles. Oui, on peut penser ça. Oui. J'interviens en tant que médecin interniste. Ah oui. Voilà. Et puis, on a dit que il est des hypocondriaques qui ne sont pas dupes, il est des médecins qui ne sont pas dupes. J'aime assez l'histoire de l'humour. Comment vous accueilleriez que je fasse de l'humour alors que vous me demandez un examen? La fuite en avant. Oui. Le généraliste Georges Cohn m'avait dit le contraire de mal en point, c'est l'embonpoint. J'avais trouvé ça assez amusant. Après, il y a quand même des limites à l'embonpoint, n'est-ce pas, en termes de glycémie, tout ça, faut pas trop rigoler avec tout ça. Mais comment le contrat thérapeutique peut s'accompagner d'une certaine forme d'humour bienveillant. Ça dépend de la qualité humaine de la consultation, je crois. Personnellement, je pense que c'est très important. Oui, c'est très important. Mais comment vous voyez mon rôle par rapport à faire ou pas faire un examen? Dans la mesure. Oui. J'avais commencé un abécédaire et puis j'avais mis sous la lettre C, j'avais mis cabinet, c'est-à-dire aller au cabinet, c'est déjà commencer de trouver le salut. On en ressort soulagé, mais en marchant déjà vers l'arrêt de bus, on commence à se dire et s'il y avait eu pas assez d'examen, pas assez de description de la part du patient, et s'il y avait eu un manque d'investigation, donc on pourrait déjà peut-être un peu rigoler de l'aspect extrêmement temporaire, au fond, du soulagement. C'est la question du soulagement, le soulagement impossible, le déplacement de l'anxiété. Après, par rapport à la musique, je crois, enfin, notre cerveau est ainsi fait qu'il ne peut se concentrer que sur une seule chose à la fois. Je trouve l'avantage de l'extase et de la musique, c'est de faire migrer l'attention vers autre chose. Parce que dans l'hypocondrie, il y a un poids du soi malade qui est énorme. On trimballe ce malade sur les épaules, donc tout allègement par une sorte de dissolution dans l'extase ou dans des extases pas anxiogènes comme l'alcool peut l'être ou le cannabis ou la musique peuvent être salutaires. Parce que
c'est déplacer le poids, enfin, quand on est si pesant, parce que l'être malade est plus lourd que l'être non malade. Comment alléger les techniques sont multiples, je crois. Peut-être ce que vous dites Oui, pardon, oui. au sujet de l'hypocondrie, enfin, je crois que c'était K. Ouais, mon patient. Qui disait la Patient, rencontre le entre cac. l'effroi et l'amour des mots. Ouais. Peut-être aussi ça pourrait être une réponse aussi à pourquoi on a shifté sur la mélancolie, mais enfin finalement peut-être que ça convient à tout ce qui a été discuté. Mais c'est par rapport à la place de la musique, parce que je me demande dans quelle mesure elle dissocie cette malencontreuse rencontre de l'effroi avec les mots. Parce que la musique, alors après, on peut délirer tout ce qu'on veut pour mettre en mots ce qu'on entend. Mais néanmoins, c'est une expérience, me semble-t-il, enfin c'est une question, hein, c'est pas une affirmation, qui se passe de mots. Enfin, quand on écoute de la musique, on peut se raconter des trucs, mais c'est l'expérience qu'on a, elle est sans mots. Donc je me demande dans quelle mesure c'est une façon de venir mettre un pied dans cette mauvaise rencontre entre l'effroi et l'amour des mots, que d'avoir cette expérience, par exemple, dans la musique ou l'extase. C'est une expérience relationnelle, à la base. Oui, mais est-ce qu'il y a un vocabulaire, enfin, quelle est la place du langage, enfin, quand on écoute les Beatles, bon, il faudrait les Beatles. Oui, par exemple, les Beatles. Indépendamment des mots, ou du Mozart, est-ce qu'on a besoin des mots, ou est-ce que simplement on se raconte des trucs, mais est-ce que finalement... on a besoin La fonction de la musique par rapport à l'hypothèse de M. Jacou pour l'hypocondrie, de cette rencontre, je me dis, est-ce que finalement c'est parce qu'il vient dissocier ça? Enfin, je ne pense pas qu'il y a qu'une question dans ce que je voulais dire, une question de déplacement de l'attention. Il n'y a pas que ça. Oui. Il y a une expérience relationnelle sur laquelle après on met des mots. Donc, bien sûr, c'est une expérience perceptive, comme toutes sortes d'approches, perceptives, corporelles. La musique, c'est d'abord, avant tout, une approche corporelle. Avant tout. Avant de parler aux émotions, c'est une approche corporelle, totalement physique, quoi. Ouais. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est une expérience pulsionnelle? Parce qu'au fond, pulsion scopique, l'objet de la pulsion scopique, le regard, pulsion invocante, et puis c'est des objets du désir pour Lacan qui sont différents des objets de la demande, que sont les fesses et l'objet oral, et que là, il y a quand même une expérience pulsionnelle tout à fait extraordinaire, avec une extraction, peut-être, pourquoi pas, d'un objet. Alors, si ça va dans le côté d'élever l'objet à la dignité de la chose, une extase, ok, tant mieux. Mais déjà, en tant que tel, quoi. C'est-à-dire, c'est quand même à l'interface, comme la pulsion entre le somatique et le psychique. Donc, on fait faire une expérience pulsionnelle. Ouais. Micro, quelqu'un nous a dit qu'il... Est-ce que finalement la musique ne renvoie pas à une expérience plus archaïque au moment où la parole n'était pas encore là, et donc à des émotions très primaires, un rapport aux objets primordiaux de la vie? L'enfant, même dans le ventre de sa mère, est apaisé quand il entend de la musique. Et donc, ça permet de renouer certains fils avant que la parole, tout à fait. Oui, avant que la parole ne reprenne. Absolument. Bon, puisqu'on parlait de temps, le temps avance, n'est-ce pas? Je pense qu'on peut terminer toute cette série là. En extase. En extase. Merci à tous.